Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique des élections américaines et de la situation politique en France. Quelle perspective pour les marchés? Alors sans déflorer ce qui va être abordé au cours de la demi-heure à venir, il est vrai que nous vivons une situation politique particulière et c'est un euphémisme. À notre niveau français, alors que certains militent pour le lancement de la 6e République, la dissolution engagée par Emmanuel Macron a plutôt accéléré un retour à la 4e République avec une immense difficulté à définir une majorité de gouvernement. Au niveau mondial, donc américain, un scénario digne d'une série télé avec moult rebondissements, changement de candidat démocrate, tentative d'assassinat du président Trump, fight entre Elon Musk et Taylor Swift. Enfin voilà, ces incertitudes ont évidemment des incidences sur l'économie et donc sur les marchés. Quid de l'activité économique, du niveau de création d'emplois, du niveau de la consommation, quid de l'inflation, de la désinflation? Est-ce qu'on va aller en direction d'un hard ou d'un soft landing? Enfin voilà, différents éléments que nous allons évoquer aujourd'hui avec nos 3 experts de ces sujets. Je vais rapidement les présenter. Donc Vincent Juvin, vous êtes stratégiste chez JP Morgan. Vous êtes dédié à la clientèle de France, du Benelux et de Genève par le biais du programme Market Insights. Vous étiez précédemment analyste au sein du groupe multi-actif d'ING Investment Management, en charge de la recherche fondamentale et de la communication de la stratégie du groupe. Vous avez été ensuite spécialiste produit puis gérant dans le département obligataire d'ING. Vous êtes titulaire d'un master en gestion de l'entreprise et en finance de l'Institut catholique des hautes études commerce de Bruxelles. Vincent, bonjour. Bonjour. Raphaël Thuin, vous êtes directeur des Capital Market Strategy chez Tikehau Capital depuis 2020. Vous êtes également membre du comité de gestion et du comité exécutif de Tikehau Capital. Avant de rejoindre Tikehau Capital, vous avez occupé le poste de directeur de la gestion obligataire chez Tobam de 2014 à 2020. Vous avez débuté votre carrière en 2005 en tant que gérant de portefeuille chez Topaz Fund à New York et avez rejoint la banque d'investissement de la Société Générale à New York aussi en 2008, où vous avez participé à la gestion de l'exposition de la société au marché de capitaux, renforçant ainsi votre expertise en matière de gestion des risques et de stratégie d'investissement. Raphaël, bonjour. Bonjour. Et enfin, Julien-Pierre Nouen, vous êtes associé gérant et membre du comité exécutif de Lazare Frères Gestion, où vous intervenez depuis 18 ans. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée. Julien-Pierre, bonjour. Bonjour. Voilà, donc merci à tous les 3 d'être ici pour nous aiguiller, nous donner un petit peu votre expertise sur les sujets donc des élections américaines et de la politique française et l'impact de ces sujets-là sur les marchés. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Vincent. Donc, ces élections américaines, quelles conséquences vous anticipez sur les marchés chez JP Morgan? Pour l'instant, évidemment, c'est encore l'attente qui domine. On sait que les sondages à ce stade-ci, évidemment, du cycle présidentiel sont encore très imprécis. Donc, c'est vrai qu'on se garde encore de pronostics sur la victoire de l'un ou l'autre. On commence évidemment au gré des débats télévisés ou des interventions de l'un et l'autre à mesurer davantage, évidemment, les orientations de l'un et l'autre sur le plan économique ou sur le plan des grands sujets de société. Néanmoins, je pense qu'il faut continuer évidemment à analyser les choses aux mesures qu'elles sont communiquées et publiées. Sur les grands domaines qui nous intéressent en tant qu'économistes et acteurs de marché, on constate quand même qu'il y a quand même une certaine convergence entre les deux camps sur un certain nombre de domaines comme la géopolitique ou le commerce et notamment les tensions avec la Chine, où finalement c'est plus des différences sur la forme que sur le fond. Et d'ailleurs dans bien des domaines, ce sont surtout des différences sur la forme plutôt que sur le fond. Je pense que sur la géopolitique, c'est très clair. Je pense que sur la migration, à nombre d'égards, c'est également un point important. En ce qui concerne les finances publiques, on note qu'évidemment qu'il y a des accents qui sont tantôt plus sociaux chez les démocrates, tantôt plus pro-business chez les républicains. Mais dans les deux cas, il n'y a pas en tout cas de velléité de resserrer en tout cas de réduire le déficit budgétaire. Donc c'est vrai que ça reste évidemment un point d'inquiétude pour nous, acteurs de marché, de voir évidemment ces déficits augmenter, cet endettement américain augmenter. Je pense que ça, c'est évidemment quelque chose qui reste assez important. On est rassuré en tout cas par le fait que, en tout cas, en ce qui concerne le positionnement de marché de chaque candidat, il n'y en a aucun qui aujourd'hui a des velléités de régulation dure, notamment un peu de la poule aux odeurs aux États-Unis, qui est le secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle. Donc,
Voilà, sur les grands domaines, la gestion de la dette, pas de différence fondamentale des accents plus sociaux, plus business, selon qu'on est chez Républicains ou chez Démocrates. Pas de volonté de casser la machine économique, en tout cas, notamment sur la tech. Une politique étrangère qui reste quand même assez clivante vis-à-vis de la Chine dans tous les cas. Donc c'est vrai qu'on se garde bien à ce stade, nous, de traiter les élections américaines dans nos portefeuilles, que ce soit nos portefeuilles multi-actifs ou que ce soit nos portefeuilles d'actions américaines. On y voit à ce stade pas quelque chose de disruptif. Certes, on sait évidemment que les années d'élections sont traditionnellement plus volatiles et que l'élection de Donald Trump à l'époque avait donné lieu à un choc de volatilité parce que pas attendu. Cette fois-ci, quelque part, les marchés sont mieux préparés à, je dirais, un scénario comme l'autre. Donc, le choc en termes de volatilité, me semble, devrait être plus réduit. Donc, voilà, on s'attend à ce que la volatilité reste élevée, mais enfin, une fois les élections passées, cette volatilité va baisser. On s'attend globalement à ce que les actions américaines ne soient pas pénalisées par le résultat de l'élection. On reste, nous, surpondérés sur les actions américaines à ce stade de l'année, malgré ces élections arrive, donc ça c'est également un message. Qui dit surpondéré à l'action américaine dit toujours une préférence pour la tech, qu'on continue à avoir en portefeuille. Donc c'est vrai que dans nos discussions sur le terrain en France, indépendamment de ces élections, on continue nous à mettre l'accent sur les actions américaines dans nos portefeuilles. Alors je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet. On va avoir l'occasion de rebondir effectivement sur ces sujets-là. Voilà. Chez Lazard-Frères Gestion, Julien Pierre, est-ce que vous craignez ces élections au niveau de la dette et pourquoi pas un moment Liz Truss aux États-Unis? Effectivement, Vincent l'a dit, c'est la situation budgétaire aux États-Unis est une question aujourd'hui, alors le taux de chômage a un peu remonté, mais on est encore sur un taux de chômage assez bas. On a près de 7% de déficit. Alors peut-être un petit rappel sur ce qu'on appelle les mouvements Liz Truss. En septembre 2022, Liz Truss avait présenté un nouveau budget pour le gouvernement britannique. Avec des baisses d'impôts et donc une augmentation potentielle du déficit assez importante. Et on avait eu un mouvement très très fort de remontée des taux d'intérêt. Avant ces annonces, les taux d'intérêt au Royaume-Uni à 10 ans étaient autour de 2%, et on est en l'espace de quelques semaines passé à 4%. Donc il y avait des aspects spécifiques au système financier britannique, lié notamment à des stratégies d'investissement des fonds de pension. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on sent que depuis, en Europe, on se souvient de la crise de la zone euro en 2011-2013. On sent que la question budgétaire peut revenir au premier plan pour les investisseurs. Alors après, il faut bien garder à l'esprit que la réserve fédérale est présente et peut, si jamais les taux arrivaient à des niveaux totalement trop forts, peut intervenir, éventuellement mettre en place des opérations de quantitative easing. Là aussi, on n'en est pas là, et après, il y a aussi peut-être une marche à franchir pour que la Banque centrale soit prête à faire ce genre de choses. Mais voilà, on sent que lorsqu'on regarde les projections à long terme de l'organisme du Congrès qui est en charge de ces prévisions aux États-Unis, la tendance est pas bonne, parce qu'on a des engagements, notamment de dépenses de santé, qui ne font qu'augmenter, et donc les questions budgétaires vont rester très importantes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffrages, alors faut toujours prendre ces chiffrages de manière très avec des pincettes avant les élections, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et aussi surtout parce qu'aux États-Unis, tout va dépendre en fait de l'équilibre politique entre la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants. Il n'est pas évident que le candidat qui gagnera les élections présidentielles ait à sa disposition une majorité pour mettre en œuvre toutes ces mesures. Du côté de Donald Trump, on a des chiffrages assez importants qui feraient augmenter le déficit en moyenne de 1,5% du PIB, au-delà de ce qui est déjà prévu sur les 10 prochaines années. Chez Kamala Harris, c'est plus limité à plus 0,3%. Voilà, donc tout va dépendre effectivement du résultat de ces élections. Moment de Liz Truss, sans doute pas, mais c'est clair qu'on va peut-être retrouver des primes de risque sur la partie plus longue des courbes par rapport à ces trajectoires budgétaires.
Merci Julien Pierre. Raphaël, chez Tikeo, vous aussi vous partagez cette incertitude autour des programmes des différentes parties, et comment est-ce qu'on peut comprendre les tendances à long terme et les impacts pour les investisseurs selon qu'on se dirige vers un Donald Trump ou un Kamala Harris? Ouais, et Vincent l'a bien dit, c'est très difficile de se positionner précisément en amont des élections, de faire un pari sur un résultat. On le voit bien, les sondages sont incertains. On a aussi du mal à deviner quelle sera la réaction des marchés. Ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder un peu plus long terme sur, on va dire, les grandes tendances qui se détachent des différents programmes politiques. Et c'est vrai que, quelle que soit la nationalité de l'élection, le pays, quel que soit le parti, on voit effectivement une certaine tendance à s'écarter vers s'écarter de ce qu'on a appelé finalement le consensus économique. Vous savez, ces décennies post-Reagan qui ont favorisé l'idée de libre-échange, d'un maintien de déficit à des niveaux raisonnables, d'imposition plutôt faible et en déclin, de dérégulation, ce grand consensus économique qui a porté un petit peu les politiques économiques de ces dernières décennies. Et lorsque vous regardez aujourd'hui les démocrates, les républicains aux États-Unis, différents partis en Europe, de plus en plus, ce consensus-là est remis en cause. Et ça, selon nous, c'est quelque chose peut-être à analyser sur le long terme, quelque chose qui pourra avoir de l'impact sur les économies, sur les marchés. Quand vous regardez les déficits, c'est une thématique incontournable. Ils explosent, leur trajectoire est fulgurante, malheureusement. Pareil pour les logiques de dette. Globalement, beaucoup de priorités d'investissement pour les gouvernements, la transition énergétique, la défense, l'infrastructure, d'une part, donc beaucoup de dépenses à venir. Et puis assez peu de revenus, en tout cas assez peu de partis politiques qui prennent le pari de couper tout ce qui est santé, tout ce qui est matelas social, amortisseur social, et donc des déficits qui deviennent, on va dire, plus élevés et avec une trajectoire assez négative. Donc ça, c'est un premier point à analyser sur le long terme. Cette notion de libre-échange aussi, elle est clairement mise à mal. On le sait aujourd'hui, les barrières douanières se multiplient. C'est devenu, c'est quelque chose qui a été évoqué, quelque chose d'assez consensuel finalement. Et ça va à rebours des politiques économiques de ces dernières décennies aussi. Donc à méditer. Par ailleurs, on va parler aussi du taux d'imposition, on l'a dit, le taux d'imposition, ça a été un grand facteur de croissance économique, en tout cas d'un point de vue micro pour les entreprises. Si vous prenez sur les dernières décennies, les taux d'imposition moyens, ils ont été en déclin, et c'est vrai que depuis quelques années, ces taux d'imposition remontent. On parle de taxer les super riches, évidemment, les super profits, mais plus globalement, on parle de taxer aussi beaucoup le capital. Ça devient une thématique de discussion, rééquilibrer les niveaux d'imposition entre le salaire et le capital. Ça, si c'était amené à perdurer et à se concrétiser, ça aurait de l'impact pour les investisseurs. Et puis enfin, dernier élément, la dérégulation. Et encore une fois, on n'est pas sur une considération politique dans ce que je dis, mais plus économique. Ça a été sur certaines industries un facteur positif. Aujourd'hui, on voit un retour de bâton, on régule davantage certains secteurs type l'énergie, on voit la Chine renationaliser son économie, on voit un vrai interventionnisme d'État, et globalement, tous ces facteurs-là qui ont porté la croissance sur ces dernières décennies sont un petit peu remis en cause dans les conversations. C'est ces facteurs long terme qu'on va garder en tête quand on regarde le risque politique chez nous. Julien Pierre, pardonnez-moi, si on se retourne un petit peu en Europe, l'instabilité politique qu'on connaît en France, la situation aussi un petit peu particulière en Allemagne, quel impact ça peut avoir et quelle chance de mise en œuvre du rapport Draghi finalement? Est-ce que ça peut avoir des impacts sur ce qu'on peut identifier de ce rapport? Oui, clairement, ça a un impact. Pourquoi? D'ailleurs, Mario Draghi en a parlé lorsqu'on regarde en fait le processus de prise de décision en Europe. Il y a un chiffre indique que d'un projet à sa mise en œuvre, on a parfois jusqu'à 19 mois.
Et pourquoi ? Parce qu'il faut passer par plusieurs étapes. Et c'est vrai que cette Europe, elle fonctionne bien souvent quand il y a une vision. Alors, on a toujours des sensibilités différentes entre les principaux pays, mais quand on a, le couple franco-allemand reste assez clé dans l'impulsion au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des pouvoirs fragilisés des deux côtés du Rhin. On va voir comment. Déjà, on va voir la constitution du gouvernement Barnier. On va voir comment ça va se passer dans les relations avec le Parlement. Est-ce qu'on va avoir un budget facilement pour l'année 2025 ou pas ? Et côté allemand, on sent que la coalition au pouvoir est soumise à beaucoup de pression parce qu'on a des visions très différentes sur les questions notamment budgétaires. Et l'Allemagne est un pays où, je le rappelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Le PIB du dernier trimestre était peu ou prou celui de l'Allemagne juste avant le Covid. On a quasiment plus de croissance en Allemagne et c'est quand même un vrai sujet. Et donc ce rapport Draghi, je rappelle, qui donne un ensemble de mesures pour armer l'Europe au changement de paradigme économique, armer l'Europe face au changement de paradigme économique qu'on connaît. Il passe par effectivement des mesures de grande ampleur. Il chiffre les besoins d'investissement à 5% du PIB en plus, c'est énorme. Et donc il faut une volonté claire derrière ça. Alors ce rapport, il est avant tout le signe quand même d'une prise de conscience du problème de croissance de la zone euro. Quand vous comparez maintenant les données, les trajectoires de PIB par habitant des États-Unis contre l'Europe, il y a clairement une prise de retard qui est très importante. Et c'est vrai que économiquement, ça explique aussi une partie de la divergence entre les performances sur les 10 dernières années du marché américain, des marchés européens. Alors il y a aussi une question de valorisation aujourd'hui du marché américain, mais cette surperformance, elle est aussi le reflet de cette croissance de la productivité qui a été plus forte. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui ce rapport, cette prise de conscience amène des mesures qui entraînent au moins un rattrapage qui pourrait, in fine, se retrouver dans les performances boursières. Merci Julien Pierre. Vincent, on en a un petit peu parlé à l'instant, le dérapage budgétaire constaté en France et la recommandation de la Commission européenne pour justement initier ou pas une procédure de déficit excessif. Quelles conséquences ça peut avoir sur les marchés ? On l'a vu lors de la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, on a vu qu'il y a eu quand même des tensions sur les marchés obligataires. Alors tensions entre guillemets, elles furent relativement restreintes, mais enfin tensions néanmoins. Les marchés aujourd'hui sont un petit peu rassurés par en tout cas la nomination d'un Premier ministre, attendent évidemment, en tout cas espèrent en tous les cas une période de stabilité. J'en veux pour preuve la stabilité du spread OAT-Bund aujourd'hui qui est toujours sous les 70 points. Donc ça traduit pas une grosse tension sur les marchés obligataires, mais ces tensions pourraient revenir. On sait évidemment qu'il y a un certain nombre d'échéances. La première, le 20 septembre, où la France, comme les 7 autres pays européens qui sont sujets à une procédure de déficit excessif, doit a priori remettre sa trajectoire budgétaire pour les années à venir. Elle a déjà demandé un délai qui est tout à fait possible, mais enfin pas un délai de plusieurs mois. Il faudra, d'ici l'automne, pouvoir clarifier les intentions budgétaires de la France, en ce y compris d'un certain nombre d'autres pays européens. Et c'est quand même difficile, puisque finalement, Julien Pierre l'évoquait, le PIB de l'Allemagne en fait a peu progressé. On voit que dans beaucoup de cas, on a des pays qui aujourd'hui ont une relativement faible croissance, même si la croissance de la périphérie a été plus dynamique ces dernières années, grâce notamment aux investissements réalisés, notamment dans le cadre du fonds de relance européen. Néanmoins, le potentiel de croissance de la zone euro reste faible, notamment parce qu'on ne peut pas bénéficier des mêmes gains de productivité qu'aux États-Unis ou des mêmes investissements, notamment privés, qu'aux États-Unis. Donc, la dette que nous portons et qui est de plus en plus élevée, crise après crise, est un véritable fardeau qu'il faut pouvoir adresser. Et je n'exclus pas que si l'un ou l'autre des États membres sous le coup d'une procédure de déficit excessif aujourd'hui devait décevoir la Commission, devait se voir sermonné par la Commission, qu'on ait à nouveau évidemment une attention des marchés plus importante pour cela. Notamment, je repense fort, vous savez, on a eu un peu un stress de marché au début du mois d'août, avec
des raisons tout à fait différentes, enfin autres que les problèmes de la zone euro. Mais on a vu que le 5 août, lorsque les marchés étaient à feu et à sang, on a vu que les obligations souveraines de qualité qu'on prenait Allemagne, États-Unis ont bien performé. Ça a été moins le cas de la France et de l'Italie, par exemple. Donc, on pourrait imaginer que dans un contexte de marché plus fébrile, eh bien, des signatures plus faibles sur les marchés obligataires soient gérées dans une situation plus difficile. Prudence. Si on cherche à avoir de l'obligataire pour protéger son portefeuille des coûts de volatilité, aujourd'hui, c'est certain, c'est davantage de l'obligataire de qualité qu'il faut avoir, à mon sens, puisque les spreads me semblent aujourd'hui trop bas, à la fois en France et en Italie, compte tenu de la situation budgétaire et compte tenu des perspectives de croissance. Heureusement, dans les deux cas, on a une gestion de la dette qui est relativement effective, puisque la maturité de la dette a été allongée, le coût moyen, en tout cas, de financement de ces dettes a plutôt baissé ces dernières années, donc elle est soutenable à court terme, mais attention évidemment pour le futur. Et le lien par rapport au sujet précédent abordé par Julien Pierre est évident, ça veut dire qu'aujourd'hui, on reconnaît tous évidemment que le rapport de Mario Draghi, je dirais, pose des bonnes questions, met les bonnes balises pour ce que l'Europe devrait faire. On se rend cependant bien compte qu'au niveau des États membres, à quelques exceptions, et l'Allemagne en est une évidente, la capacité des finances publiques à réellement accompagner ce mouvement d'investissement préconisé par le rapport Draghi est relativement limitée. Donc, il faudra vraiment utiliser les finances publiques de manière intelligente, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, faire ce que j'appelle un peu de la fiscal guidance. C'est globalement fonctionner partenariat public-privé. Les gouvernements doivent donner une impulsion avec peu de capitaux publics, mais essayer justement d'attirer les capitaux privés dans les projets. C'est ce qu'avait fait le précédent responsable de la commission, Jean-Claude Juncker, avant Ursula von der Leyen, avec le Fonds d'investissement stratégique en Europe, qui avait finalement débloqué à peu près 500 milliards d'euros, mais avec 1/10 de capitaux publics. Et là, évidemment, c'est l'enjeu pour les prochaines années. Et là, je pense que le monde de la gestion d'actifs peut jouer un rôle, c'est-à-dire d'accompagner justement le passage en tout cas, l'investissement de l'épargne des Européens dans ces investissements productifs à long terme. Et je pense qu'on est réellement au centre du jeu à ce niveau-là. Mais comme le rappelle Mario Draghi, il faut pour cela évidemment approfondir l'Europe des marchés de capitaux pour que nous, acteurs financiers, on puisse encore mieux le faire. Aujourd'hui, c'est encore trop compliqué de faire basculer l'épargne des Français vers des projets aux Pays-Bas ou en Allemagne, et inversement. Il faut réellement mieux utiliser cette Europe des marchés de capitaux. Notre marché intérieur est la plus belle réalisation de la construction européenne. Donc, face aux défis des États membres, il faut plus d'Europe et, je dirais, pouvoir justement attirer davantage de capitaux européens pour financer ces grands projets que les gouvernements ne pourront pas financer seuls. Merci Vincent. Raphaël, vous partagez un petit peu ce constat et puis plus globalement, quelles conséquences ces programmes politiques pourraient avoir sur long terme sur les marchés financiers et donc concrètement pour les investisseurs qui nous écoutent? Chez Tikehau, quel est votre point de vue? Oui, effectivement, on va vraiment regarder, se placer sur le long terme et partir du postulat qu'effectivement il y a un certain activisme économique dans ces programmes qui sont pas nécessairement tous quand on se place du point de vue micro, tous favorables à la croissance des bénéfices, en tout cas sur certains secteurs, régions, stratégies, et ça va être notre point de départ. Vous savez, on a beaucoup parlé chez Tikehau d'un monde où il y a moins de croissance, une croissance plus localisée, moins optimisée, et c'est vrai que quand on parle du libre-échange mis à mal, de la remontée des taux d'imposition, d'une bipolarisation du monde, ça veut sûrement dire ça aussi. Donc, en particulier sur la partie action, mais sur les actifs privés aussi, sur le private equity, on va se concentrer beaucoup sur des méga tendances dont on reparlera autour de la décarbe, de la transition énergétique, de la défense, de l'aéro, de la cybersécurité, des choses qui sont moins sensibles finalement au risque politique, qui sont des méga tendances long terme. Ce qu'on va regarder aussi, c'est de partir du postulat que voilà, cette dimension déficit, elle va impacter les marchés, elle impacte aujourd'hui les marchés. Sur le marché des taux d'intérêt, évidemment, ces déficits, ils sont financés par plus de dettes. Si vous regardez par exemple le ratio de dette sur PIB des États-Unis, on était à 30% en 2022.
On est à 100% aujourd'hui, on sera probablement plus proche de 200% dans les décennies à venir, si rien n'est fait. Et donc évidemment, ce financement des déficits par plus de dettes va impacter les taux d'intérêt. On voit aussi que avec ces déficits plus élevés, ils n'ont pas été finalement ajustés sur un mode contracyclique comme on avait vu dans les cas précédents. Les gouvernements globalement n'ont pas profité de la croissance récente pour modérer les déficits, et ça va aussi interpeller sur la capacité des gouvernements lors de la prochaine crise de pouvoir intervenir et soutenir l'économie. On peut argumenter que côté banque centrale, le travail a été fait, il y a eu un travail de remontée des taux qui permet peut-être aujourd'hui de pouvoir absorber un éventuel choc ou un éventuel ralentissement. La question va se poser sur la partie budgétaire, la partie fiscale, et encore une fois, c'est plutôt une anomalie historique. On n'a jamais ou rarement vu des niveaux de déficit tels alors que l'économie globalement se porte bien. Donc ça crée de l'incertitude, ces déficits, ça crée aussi beaucoup de volatilité, d'illiquidité sur le marché souverain, des bons du trésor souverain, et on en parlait, Vincent en parlait, mais effectivement des potentiels chocs de duration, comme on commence à voir encore une fois dans ce marché devenu très illiquide, sont à prévoir. Donc voilà, une volatilité sur ce segment. Merci. Non, pardon, vas-y, continue. Non, j'allais juste dire effectivement moins de croissance, plus de déficit et puis globalement plus d'inflation. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on doit s'habituer et qui auront de l'impact pour les investisseurs sur le long terme. Alors, il y a un peu l'éléphant au milieu de la pièce qu'on n'a pas abordé ou de manière très parcellaire tout à l'heure, c'est la Chine. J'aimerais avoir votre vision, Julien Pierre, chez Lazard, sur quid de la Chine au prisme des élections américaines. Oui, effectivement, ça peut paraître assez lointain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est de plus en plus marqué par ces tensions entre ces deux géants économiques, les États-Unis et la Chine. Et la Chine qui est elle-même confrontée à pas mal d'enjeux. On l'a vu avec la publication récente des chiffres d'activité du mois d'août. Il y a un réel ralentissement de la demande domestique en Chine, alors qui est très lié à leur problème d'immobilier, qui est un problème très compliqué à gérer, surtout lorsque vous regardez un peu les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement chinois, qui en fait sont pas si énormes que ça. C'est vrai que lorsqu'on se dit oui, la Chine, il y a beaucoup de moyens. En fait, lorsque vous regardez l'évolution de l'endettement en Chine sur les 15 dernières années, il a fortement augmenté. Donc, limite quand même les marges de manœuvre du gouvernement pour agir. Et donc on a ce problème de demande domestique qui est en partie aujourd'hui encore compensé par la demande extérieure. C'est vrai que le principal moteur de la croissance en Chine aujourd'hui, c'est le secteur exportateur et les investissements manufacturiers en capacité manufacturière pour répondre à pour pousser plutôt ces exportations. Et ça pose évidemment la question des relations commerciales de la Chine avec le reste du monde. Et là, on reboucle avec cette question des élections américaines. La Chine a été un grand bénéficiaire de la mondialisation et de son entrée dans l'OMC, qui lui a permis de capter une part de marché, si je puis dire, de la production manufacturière mondiale absolument énorme. Et on voit quand même que là où durant les années 2000, les pays occidentaux laissaient faire, il y a clairement aujourd'hui une volonté de ne plus laisser faire des augmentations de droits de douane plus ou moins spécifiques. On a un Donald Trump qui promet de très très fortes augmentations de droits de douane sur la Chine, mais même côté démocrate, on sent que l'idée c'est plutôt de ne plus se laisser faire face à la concurrence chinoise. Et donc le risque d'une guerre commerciale a quand même nettement augmenté. On va pas parler de toutes les ramifications que ça peut avoir en termes de rediffusion à l'échelle de la planète des appareils productifs. Et ça pose aussi la question de l'Europe face un peu à ces deux géants économiques. Alors l'Europe est aussi une économie d'une taille tout à fait importante, mais qui par son organisation présente pas forcément le même visage
visage cohérent dans ce conflit. Mais on l'a vu, en Europe, la Commission a aussi mis en œuvre des droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Et donc, la Chine, ça peut paraître loin des élections américaines, mais c'est quand même, je pense, pour l'économie mondiale, pas mal au cœur du sujet. Ouais, donc on avait beaucoup d'interactions Chine, Europe, US. Raphaël, chez Tikeo, une question très bête, mais comment est-ce qu'on investit dans un environnement tel qu'on vient de le définir? Ouais, alors on part de ce postulat qu'effectivement les taux d'intérêt vont se maintenir à des niveaux plus élevés, qu'il faut s'habituer à ce type de régime de taux, que finalement l'anomalie elle était probablement la décennie précédente avec des taux très bas voire négatifs, et que dans ces conditions il y a un retour en grâce des stratégies de portage, de rendement, d'accumulation de coupons, en particulier sur la qualité. Vincent le mentionnait, c'est vrai que ça fait depuis des années, c'est la première fois depuis des années qu'on est vraiment payé pour investir dans les émetteurs de qualité. On peut partir du principe que le crédit n'est plus simplement un outil ou un investissement de spread, mais c'est devenu un investissement de rendement. On regarde le rendement total. Et aujourd'hui, on peut, sur des émetteurs de qualité, toucher du 5, 7, 8% dans un environnement en fait de faible volatilité pour construire encore une fois du rendement dans son portefeuille. Donc ça, c'est la première chose, le retour de l'obligataire qui, selon nous, va s'inscrire sur la durée, sur ces stratégies de portage dans un univers de taux plus élevés. Après, sur les actions, encore une fois, cette idée que on puisse avoir des chocs d'offres, une croissance plus contrainte, un risque politique, géopolitique, nous rend peut-être un peu plus prudent sur les actions. En tout cas, on peut estimer que les primes de risque vont augmenter dans cet univers de plus grande incertitude. Et on a eu tendance à se positionner sur ces sources de croissance qui sont peut-être moins sensibles à ce type de discussion politique, à ce type d'évolution. J'en avais cité quelques-unes tout à l'heure, à Descartes, on peut parler de la technologie aussi, on peut parler de la cybersécurité, on travaille aussi à la souveraineté européenne, on parlait du rapport Draghi, on pense que c'est une méga tendance, cette notion de souveraineté européenne. On est un peu plus optimiste que la moyenne sur la capacité de l'Europe à prendre conscience de sa faiblité, à prendre conscience de son besoin de résilience et à se réoutiller. En tout cas, il y a une vraie volonté politique de le faire. On voit de vrais déploiements de capitaux publics et privés autour de cette notion de souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, aller financer des entreprises européennes sur des grands segments stratégiques que sont la pharma, la défense, l'infra, l'énergie, et qui pourraient bénéficier de ces déploiements de capitaux. Ça va être des choses qui nous intéressent, et dans ce contexte, aller être plus sélectif sur le marché action pour aller investir sur des méga tendances. Vincent, chez JP Morgan, quelle thématique vous privilégiez vous de votre côté sur les marchés actions? Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a évoqué Raphaël. On est assez en phase un peu sur les thématiques. Alors c'est vrai que à ce stade de l'année, on vient de l'évoquer, il y a évidemment quantité d'incertitudes politiques, géopolitiques et autres qui sont toutes de nature, soyons réalistes, à augmenter la volatilité. On a évoqué, je vais rebondir tout à fait ce que vient de dire Raphaël, ces incertitudes notamment sur l'inflation, qui sont d'ailleurs liées à l'incertitude géopolitique. Aujourd'hui, la fragmentation des chaînes logistiques, des chaînes commerciales fait qu'on a évidemment plus d'inflation, des barrières tarifaires qui se mettent en place, et puis l'heure de gloire de la mondialisation est à certains égards derrière nous. Donc, certains pour plein de choses. En Europe, on paye notre énergie plus cher aujourd'hui que ce qu'on avait auparavant. On augmente les barrières tarifaires sur les automobiles chinoises. C'est également quelque chose qui renchérit vraiment nos coûts d'achat, et j'en passe. Néanmoins, dans ce contexte incertain où, certes, on a de la volatilité d'une part, mais également de la volatilité autour de l'inflation, on reste convaincu, vraiment privilégier les actions, ça reste vraiment le cœur de notre stratégie actuellement dans nos fonds multi-actifs. Alors, avec des attentes mesurées, cette volatilité et ces incertitudes économiques et géopolitiques peuvent mener à des prises de bénéfices à tout moment, comme on l'a vu lors du 5 août. Néanmoins, on est à l'aise pour porter ce risque action, et le 5 août fut quelque part un bon exercice pour stress tester nos portefeuilles. Qu'est-ce qu'on a vu le 5 août? Les marchés baissent fortement, ce qui avait fort monté a fort baissé rapidement. Par contre, l'obligataire est venu à la rescousse.
Donc, dans notre gestion diversifiée, on peut préférer les actions tout en ayant la certitude que, contrairement à ce qu'on avait vu en 2022, on a un portefeuille obligataire de qualité, comme je l'évoquais là tout à l'heure, qui nous aide. Donc, d'un point de vue multi-actif, on est à l'aise, et donc on peut prendre relativement plus de risques sur les marchés actions, mais de manière mesurée elle aussi. Je suis bien en peine de vous dire que le S&P 500 ou le CAC va faire encore plus 2, plus 5, plus 10 d'ici la fin de l'année ou dans les prochains mois. Il pourrait très bien faire 0, effectivement. Si on est un peu réaliste, compte tenu des valorisations atteintes aujourd'hui aux États-Unis, le potentiel est plus limité et vraiment drivé par les résultats d'entreprise et ceux-ci sont a priori positifs, mais on ne va pas faire de plan sur la comète. Par contre, les résultats passés qu'on a eu encore jusqu'au deuxième trimestre nous donnent une bonne image du monde de l'entreprise, avec des bilans solides, avec des bénéfices qui sont au rendez-vous. Et puis, c'est un petit peu la trame de notre discussion. Moi, je note que depuis 2008, il y a eu un transfert des problèmes du secteur privé vers le secteur public. 2008, les États sont venus à la rescousse des banques. C'est finalement le contribuable qui a été mis à contribution. Crise du Covid, même chose. On a vu à la rescousse des entreprises et des ménages. Crise énergétique, même chose. Donc, on se retrouve avec des États avec un stock de dette publique tout à fait gigantesque, alors qu'au niveau des entreprises et du privé, globalement, une situation relativement favorable. Ça veut dire que ces entreprises, aujourd'hui, elles peuvent soit performer en bourse, soit en tout cas, si c'est plus chahuté, continuer à nous octroyer des dividendes et à réaliser des rachats d'actions relativement importants. Et ça, aujourd'hui, nous, dans notre stratégie, s'il y a un thème qu'on met fortement en avant, c'est notamment tout le thème income et dividendes. Vous avez aujourd'hui une bonne visibilité sur un rendement compris selon les marchés entre 3, 4, 5, 6%, parfois quand on est au UK, où je me trouve aujourd'hui, où les dividendes et rachats d'actions propres sont particulièrement élevés. Ça veut dire que pour les particuliers français qui ont beaucoup aimé les comptes à terme, livret A et autres structures, vous retrouvez au moins mieux, enfin au moins autant, si pas mieux, sur les marchés d'actions. Donc, la stratégie income ou dividende en bourse, pour moi, dans les prochains mois, c'est vraiment une évidence. Merci Vincent, merci à tous les trois. Donc le temps a un petit peu tourné. On va passer non pas dans le cadre commercial, mais dans la minute offre. Je vais vous demander peut-être chacun de me donner un nom ou une gamme de fonds que vous considérez étant particulièrement approprié dans le contexte qu'on vient de décrire. Julien Pierre, si vous deviez nous citer un fonds ou une gamme. Alors, on a beaucoup parlé de l'incertitude politique, mais il y a aussi une incertitude économique aujourd'hui qui est assez notable, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que nous recommandons donc nos fonds de la gamme patrimoine, sur lequel nous avons pris une allocation d'actifs en ligne avec ce climat d'incertitude pour pouvoir nous repositionner lorsque l'on verra les choses de manière beaucoup plus claire dans quelques mois. Merci Julien Pierre. Chez Tikehau, Raphaël, est-ce qu'il y a un fonds à mettre en avant ? Oui, globalement, on parle beaucoup d'obligataires chez Tikehau. Encore une fois, sur ce segment de qualité, aller chercher du 5, 6, 8% grandement embarqué et faire du portage sur des émetteurs qualité, ça nous semble être vraiment un fonds de portefeuille incontournable. On va parler de Tikehau European High Yield, qui est notre fonds amiral sur l'high yield. Aujourd'hui, on va aller chercher du 6%. On va regarder T29, Tikehau 2029, qui est notre fonds daté sur l'investment grade. On va aller chercher plus de 4% sur des émetteurs de très grande qualité. Donc ça permet de construire ce fonds de portefeuille, encore une fois, à faible volatilité dont je parlais. Et puis, si je peux me permettre, comme Julien Pierre est connecté, j'ai aussi parlé d'un fonds d'allocation flexible dont il sera sensible, Tikehau International Cross Asset. On pense que l'heure du flexible va revenir avec cette baisse des taux, aller chercher la capacité d'allouer d'une classe d'actifs à l'autre à un moment où il y a beaucoup de dispersion. Certaines parties du marché sont très chères, d'autres beaucoup moins. Et il faut savoir être, encore une fois, agile, flexible. C'est probablement une bonne fenêtre d'entrée. Donc voilà un petit peu ce qu'on regarde en ce moment. Merci Raphaël. Et Vincent, chez JP Morgan, il y a pareil, un fonds, une gamme? Oui, alors je souscris à ce que viennent de dire mes collègues, et clairement la gestion diversifiée, c'est aujourd'hui en tout cas certainement la meilleure approche pour les prochains mois. Il se fait que nous, chez JP Morgan Asset Management, lorsqu'on s'adresse au marché français, c'est avant tout une expertise equity, en tout cas qui est reconnue chez nous et qu'on met partant en avant. Mes collègues Audrey Poli, Alexis Jarnoux, Louis-Charles Néraud, en tout cas mettent beaucoup en avant nos solutions equity, qu'elles soient globales. Alors, on a évoqué le thème des dividendes notamment. Je pense à un beau thème aujourd'hui pour avoir dans un marché qui pourrait un peu plafonner avec comme on dit en jargon, un bêta de marché moins favorable, avoir davantage
d'alpha et de rendement, et qui nous donne un bon équilibre entre valeurs de croissance et valeurs dites value. De manière générale, on a évidemment une forte expertise sur tout ce qui est actions américaines, qui est évidemment quelque chose qu'on met évidemment beaucoup en avant aussi. Mais voilà, en tout cas des stratégies equity, soit income, soit US equities, en tout cas qui fonctionnent très très bien chez nous et qui en tout cas se veulent être des briques d'allocation pour les gestionnaires multi-actifs. Donc, très bien. Écoutez, en exergue aujourd'hui. Merci à tous les trois. Évidemment, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de distribution de chacune de ces trois maisons, Lazare Frères Gestion, Tikeo et JP Morgan. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous et de nous avoir transmis un petit peu vos vues sur cet environnement de marché, cet environnement politique assez particulier actuellement. Évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais néanmoins, avoir la vision de maisons emblématiques sur ces sujets-là peut être tout à fait intéressant pour les professionnels qui nous écoutent. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.